Bonjour à tous. Je suis Sébastien Barbe, je fais partie de l'équipe de Rail et Histoire, l'association pour l'histoire des chemins de fer. Et au nom de toute l'équipe, et y compris au nom du Sardo et des archives de Béziers, je suis ravi de vous accueillir à cette journée d'études consacrée justement aux archives, notamment dans le cadre des recherches en généalogie, des recherches familiales sur le patrimoine et sur l'histoire. Je me permets de prendre la parole en ce début de cette journée d'études pour vous parler un petit peu de notre association. Donc c'est une association qui existe depuis 30 ans, loi 1901, reconnue d'intérêt général, et qui a 3 fonctions. La première, c'est évidemment une fonction, on va dire, scientifique. On fait de la recherche en sciences humaines appliquée au ferroviaire, et au ferroviaire vraiment au sens le plus large du terme, c'est-à-dire on va étudier évidemment le train, mais aussi le tramway, le métro. Et donc, sous l'angle de l'histoire, de la géographie, de la sociologie, de l'architecture, enfin ainsi de suite. On a aussi une action culturelle, donc on crée des contenus un peu plus grand public, sur la base justement des fruits de nos recherches. Ces contenus, ça va de l'exposition au podcast, en passant notamment aussi par des petites conférences ou des actions, notamment pendant les journées du patrimoine. Enfin, évidemment, on a aussi pour nos membres des opérations entre guillemets privées. On organise des animations, des conférences là aussi privées et des visites guidées de certains sites qui ne sont pas forcément accessibles. Voilà. Donc, encore une fois, merci d'être présent aujourd'hui. Je vais vite passer la parole à Madame Tangieux-Barros, qui fait partie de notre comité scientifique. Et évidemment, je vous invite à tous adhérer à notre association, puisqu'on ne vit que grâce au soutien des membres. On n'est pas cher, c'est uniquement 5 €, et avec ça, vous avez gratuitement l'ensemble de nos publications. Et vous avez là aussi accès, comme je vous le disais, à des visites guidées, à des expositions et ainsi de suite. Voilà. Et le droit évidemment de participer. Merci Henri. Très bien. Merci à vous. Bonjour à tous. Puisqu'on en est encore aux remerciements, donc nous avons, à l'occasion des 20 ans de Béziers, le centre de Béziers a souhaité fêter cet événement. Et nous avons eu l'aide donc de Rail et Histoire et du Cercle généalogique des cheminots pour monter l'opération dans ces beaux locaux. Donc je tenais à les remercier. Moi, je serai très rapide parce que nous avons un programme très dense. Alors, c'était juste pour vous rappeler que les archives du groupe SNCF sont des archives publiques qui sont soumises au respect du Code du patrimoine, aussi bien dans l'encadrement de la collecte que, particulièrement pour la journée qui nous concerne, la diffusion auprès des publics, qu'ils soient internes ou externes. Ce caractère d'archive publique est dû au fait qu'il s'agit aujourd'hui d'établissements publics et qu'il y a aussi un exercice d'un certain nombre de missions d'intérêt et de service public. Alors, c'est moi qui ai la commande, alors je vais essayer de voir si ça marche. Rapidement, l'émission. Alors, le service d'archives documentation a été créé en tant que tel en 2007. Mais les centres, dont celui de Béziers, lui sont antérieurs, puisque les 3 centres... je vais revenir, je vais déjà m'occuper des missions. Déjà, aujourd'hui, donc le Sardo a une convention d'autonomie de gestion qu'il a signée avec les 3 EPIC, SNCF, SNCF Mobilité et SNCF Réseau, ont signé en décembre 2015 avec le ministère de la Culture, en l'occurrence le service interministériel des archives de France, dont moi je dépends en tant que conservateur du patrimoine. Et cette convention entérinait un état de fait depuis longtemps qui était qu'un conservateur représentait garantissait l'application du patrimoine au sein du groupe. Alors, donc l'autonomie de gestion fait que nous avons l'ensemble de la chaîne archivistique dans notre périmètre, c'est-à-dire de la collecte et maintenant avec les archives électroniques, l'aide à la structuration des données et des serveurs
avec les entités du groupe, jusqu'à donc la collecte elle-même, la gestion des éliminations pour celles qui sont, parce que toutes les archives ne sont pas d'intérêt historique, la conservation des archives historiques, leur classement, leur inventaire, leur indexation et leur mise à disposition donc des publics, que ce soit en salle de lecture, par courrier ou aussi via le site internet. Voilà, tous des modes de diffusion qui peuvent exister et qui se multiplient aujourd'hui. Ça, c'est pour donc les archives représentent 80% grosso modo des effectifs du Sardo. Depuis déjà, quand le Sardo a été créé, il y avait aussi un centre de documentation qui s'appelle aujourd'hui Pôle Veille Information Knowledge, qui lui travaille en fait pour le groupe à l'interne. Hein. C'est une activité qui ne concerne que l'interne depuis plusieurs années maintenant. Et puis, depuis début 2015, il y a aussi un pôle système de prescription qui autrefois qui n'existait pas en tant que tel, qui était géré par deux entités, deux directions différentes au sein du groupe. Donc les textes de prescription sont les textes de référence, tous les référentiels que le groupe peut produire, et donc ça génère une activité importante, et il y a derrière associé non seulement un système de production, mais aussi un outil avec des droits associés, des diffusions, etc. Là aussi, il y a une problématique. C'est une catégorie d'archives, mais dont nous assurons la gestion. Voilà, c'est une activité un peu particulière. Voilà, donc ce sont ça les missions essentielles. Donc vous avez compris aussi, voilà, j'oublie, il y a aussi une médiathèque, puisque les archives étant sur plusieurs supports, évidemment il y a le papier qui nous occupe beaucoup, il y a le microfiche, on en reparlera. Donc l'électronique, nous avons une plateforme d'archivage électronique qui fonctionne depuis 2013. Et puis les supports audiovisuels aussi, on a la médiathèque qui est l'héritière du centre, on va dire plus maintenant, le centre de production audiovisuelle qui était né pendant la guerre, qui est devenu médiathèque après, qui a été rattaché au Sardo en 2012. Donc il y a aussi ce pôle-là. Et puis en liaison, mais ça vous en entendrez parler plus particulièrement tout à l'heure, à Saint-Denis aussi, nous avons le centre multitechnique pour l'archivage, qui est un partenaire privilégié de Béziers. Bon. Alors, sinon, le Sardo, géographiquement parlant, est situé sur à quatre endroits différents, très distants. Enfin, 2 sont assez proches, mais les autres sont quand même distants les uns des autres. Donc, au Sardo, sur le site Campus Pressensé, enfin, c'est nous qui avons appelé Campus Pressensé parce que ça ne s'appelle pas comme ça, mais donc, rue Francis de Pressensé, nous avons à peu près la moitié des effectifs. C'est donc le pôle expertise qui s'occupe de la collecte des archives et qui est en interface avec toutes les entités sur toute la France. L'archivage électronique aussi, la personne qui s'occupe de l'archivage est aussi à Saint-Denis. Donc le pôle veille documentation également, la médiathèque et le CMTA, donc le centre multitechnique pour l'archivage, plus le pôle de prescription. Voilà, donc ça, ce sont les entités qui sont à Saint-Denis. Après, on a le centre des archives intermédiaires de Villeneuve-Prairie, qui est un centre qui n'est pas ouvert au public externe et qui, aujourd'hui, pour faire court, mais les collègues en parleront, l'évoqueront un petit peu, aujourd'hui prend les archives intermédiaires, c'est-à-dire qui ont encore une utilité pour les services, mais qui ont plutôt une vocation historique à terme. Je schématise, mais pendant longtemps, il y avait les deux aussi, beaucoup d'archives éliminables. Le Centre national d'archives historiques du Mans, c'est les archives historiques, sauf les dossiers de carrière et de pension, qui eux sont à Béziers. Là, c'est facile, c'est plus facile de décrire le Mans et le Béziers. Voilà, et vous voyez, ils sont vraiment pas proches les uns des autres. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons nous occuper plus particulièrement du Sud-Ouest, même si les collègues sont en contact avec d'autres entités et auront l'occasion de les évoquer en tant que de besoin. Voilà, je vais passer la parole à mes collègues du CNAP, alors Centre national des archives de Béziers. Avant c'était le CAM, maintenant c'est le CNAP, mais voilà, ça correspond à une évolution dont vous allez connaître tous les détails. Merci Laurence. Merci Agnès. Bonjour à tous. Oui.
Donc on va d'abord commencer donc, par parler de Béziers, voilà, à travers un diapo qu'on a intitulé d'hier à aujourd'hui. Alors c'est Fabienne, mon adjointe, qui va démarrer. Voilà. Donc on va profiter aujourd'hui donc, de fêter les 20 ans du centre pour vous en retracer un petit peu l'histoire. Ah pardon, je n'ai pas l'habitude. D'accord, collez mon menton. Donc je disais que nous allons profiter aujourd'hui de fêter les 20 ans du centre pour vous en retracer un petit peu l'histoire. Donc pourquoi avoir choisi Béziers pour implanter un centre d'archives? Tout simplement parce qu'à l'époque, le dépôt fermait et il y avait donc une volonté de l'entreprise et aussi des politiques, puisqu'à l'époque, on avait le ministre des Transports, M. Guessot, qui était originaire de Béziers, donc de maintenir un petit peu d'emploi sur le site. Donc on a vu voir ainsi le jour au centre d'archives de Béziers, mais aussi au centre d'appel ligne directe et aussi au centre de recouvrement des contraventions. Donc il y avait un bâtiment disponible à Béziers, c'était l'ancienne halle Cernam. Voilà, donc c'est bien tombé, voilà. Il y avait aussi d'importants volumes de dossiers de personnel à prendre en charge à l'époque. Donc la caisse de prévoyance était expropriée de Marseille et la Joliette. Et donc, tout simplement, on a transféré tous ces dossiers à Béziers. Il y avait également de gros volumes de dossiers de carrière et de dossiers médicaux qui avaient été identifiés dans les années 80, un petit peu partout à la SNCF. Et les centres d'archives du Mans qui a été créé avant, en 1995, et le centre de Villeneuve qui a été créé en 1993, risquait d'être rempli et ne pouvait pas accueillir toutes ces archives. Il y avait aussi la problématique de répondre aux difficultés de gestion des archives intermédiaires des directions régionales de Montpellier, Toulouse et Marseille. Donc, fin 97, vont commencer les travaux d'aménagement de la halle Cernam. Au départ, on va aménager juste le rez-de-chaussée, la salle de tri, donc les bureaux et la future salle de lecture. Puis, un petit peu plus tard, on va avoir un premier étage. Donc, au total, le centre des archives de Béziers aura une capacité de stockage de 11 km linéaires. En 1998-1999 vont donc commencer les premiers transferts, de gros transferts, et les premières communications pour la CPR. L'effectif en 1999 du centre des archives va compter 7 agents et il va ouvrir au public en 2000. La salle de lecture, au départ, en 2000, n'ouvrira que 2 jours par semaine. Donc de 1998 à 2007, le centre des archives sera rattaché hiérarchiquement à la direction régionale de Montpellier, mais pour la partie en fait RH, budget et effectif, et sera rattaché d'un point de vue fonctionnel à la division des ressources documentaires. À partir de 2007, c'est la création du SARDO, donc le service archives et documentation, et quelques mois après sa mise en place, le centre des archives de Béziers sera rattaché au SARDO. Donc on peut voir là sur le graphique l'augmentation des effectifs, avec un pic de 2013, de 2010 à 2013. Donc là, on va l'expliquer un petit peu plus loin dans les slides. On va vous expliquer un petit peu pourquoi. Oui, puis on a toujours, bon là c'est les effectifs officiels, on a toujours eu des renforts aussi. Oui. Voilà, des personnes qui on attend de retrouver du travail ailleurs. Et actuellement, on en a encore. Donc la CPR, avant 1998, avait une politique de microfilmage depuis les années 70, d'une importante partie des dossiers de pension éteintes, et elle conservait ses archives historiques à Marseille et la Joliette. En 1998, donc, on transfère massivement tous les dossiers de pension éteintes de la CPR vers Béziers, donc les microfiches et les dossiers papier également. Vous pouvez voir un petit peu les types de dossiers avec les cotes des dossiers de pension éteintes. Je vous laisse la suite. Oui, Fabienne, un peu. Je vais vous redonner un petit peu de détails sur. Parce que je reviens en arrière. Oui, donc la Caisse de prévoyance a eu donc depuis les années 70 une politique de microfilmage
de ces dossiers de pension éteinte. Une grosse partie des dossiers de pension éteinte, à partir des années 70, ont été microfilmés. Et puis, il y a aussi donc, une constitution d'un fonds papier pour tout ce qui n'était pas microfilmé. Et donc, c'est ces archives-là, avec ce meuble de microfiches, et ces archives papier-là, qui vont être transférées massivement à Béziers à partir de 1998. Alors, l'activité pour la CPR, tout simplement, en fait, c'est un transfert d'activité parce que cette politique, enfin, ce microfilmage qui était fait donc à la Joliette, tout simplement, il va être fait par les équipes de Béziers à partir de 98 et donc et jusqu'en 2016. Donc, il y a une convention de gestion qui existe entre la CPR et la SNCF, et qui existe toujours d'ailleurs. Et par contre, le chapitre 5 de cette convention de gestion concernait les relations entre la CPR et Béziers. Et donc, chaque année, on devait saisir dans notre logiciel, expurger les dossiers en appliquant le texte que vous voyez là, RH 764. Voilà, donc vous devez savoir qu'en fait, sur la conservation des dossiers de pension éteinte, il y a une législation. Et donc, voilà, ce texte est celui qu'on appliquait pour l'expurgation. Donc, on faisait à Béziers donc, la saisie dans le logiciel archive, les expurgations et le microfilmage. Donc, on prenait en charge en fait, les dossiers de pension qui venaient d'être éteints 2 ans plus tôt. Donc, chaque année, on recevait environ 10 000 dossiers. Et vous voyez, voilà, ils arrivaient comme ça, et en liasse, dans des palettes, et on les traitait. Alors, on les a d'abord traités avec nous-mêmes une caméra de microfilmage, et puis on est passé au scanner en 2008. Alors, sur la partie demande de communication, donc on a démarré effectivement par les demandes de communication de la CPR. Et là, vous voyez le graphique d'évolution des demandes, avec un pic en 2008 et puis une baisse régulière, et vous allez comprendre pourquoi après. Voilà, facteurs, donc stabilité puis évolution. Alors quels ont été les facteurs de changement? Eh bien, depuis juin 2007, la Caisse de prévoyance est en fait un organisme de sécurité sociale. Voilà, est devenu un organisme de sécurité sociale, ce qui fait aussi que les dossiers papier, en fait, des cheminots dont la pension a été liquidée avant cette date sont propriété de la SNCF. Mais donc, nous, on a récupéré ici à Béziers, en 2016 et 2017, 350 000 dossiers, ce qui fait à peu près 3,5 km. Mais la CPR, donc en tant qu'organisme de sécurité sociale, a une convention de gestion avec l'État. Et de plus en plus, les objectifs fixés par l'État l'amènent vers le zéro papier et la simplification administrative. Donc ça veut dire que tous les courriers entrants de la vieillesse sont maintenant numérisés. Donc les dossiers de pension liquidés avant 2007 ne seront plus alimentés. De la même manière, simplification administrative, ils certifient les carrières au fil de l'eau. Ils ont une base de données. Donc ils ont considéré qu'ils n'avaient plus besoin de nos prestations. Et ils n'avaient plus besoin non plus d'avoir des dossiers en communication de la part de Béziers. Donc tout ça, vous l'aurez compris, amène en fait à la fin du chapitre 5 de la convention entre la SNCF et entre Béziers et la CPR, et la fin donc des prestations qu'on l'on réalisé pour la CPR. Donc ça, c'est 2017. Donc gros facteur de changement pour nous. Alors là, c'était pour les pensions éteintes. Maintenant, je voulais donc parler un petit peu de l'archivage intermédiaire. Vous savez qu'à l'origine, le centre s'appelait Centre d'archives multirégional. Et maintenant, voilà, on s'appelle Centre national des archives et du personnel. Alors ça correspond quelque part à l'arrêt justement de nos missions d'archivage intermédiaire pour les régions voisines, vous vous souvenez, ce qu'a dit Fabienne. Alors il faut voir quand même que depuis 1998, on avait accueilli très peu d'archives de Toulouse et de Marseille. Par contre, on en avait accueilli de la région de Montpellier. On avait des services versants réguliers, comme l'établissement Traction, enfin voilà.
Et on a aussi une petite parenthèse, on a accueilli entre 2001 et 2008 les archives du TGV Méditerranée. Et puis déjà en 2008, il y avait un problème d'accueil des dossiers de carrière et de pension. Donc voilà, en 2008, il a été décidé de transférer ces archives à Villeneuve. Autre parenthèse, mais importante quand même pour les collègues qui ont vécu l'activité. Et moi, je suis arrivée en 2012 et j'ai vu voilà, ce chantier de numérisation des PV de contravention. Donc Fabienne a dit aussi donc, effectivement que le centre de recouvrement des contraventions s'est installé à Béziers. Et donc ils avaient décidé de réinternaliser la prestation de numérisation. Et c'est nous, les collègues de Béziers, qui ont fait ces numérisations avec des chiffres quand même importants. Et puis 3 agents qui étaient affectés à ça. Et vous voyez, en 2013, le nombre de PV qu'on a fait. Puis c'est surtout qu'il a fallu paramétrer voilà, le logiciel pour numériser correctement. Donc voilà, je tenais quand même à en parler, même si cette activité était temporaire. Et puis donc en 2016, nous sommes vraiment recentrés donc, sur l'activité de dossier d'agent, d'où le terme Centre national d'archives du personnel. Et cette mission voilà, est clairement écrite dans le texte RA 63, qui traite de la gestion et de la conservation des archives du groupe public ferroviaire, donc qui date du 24 octobre 2016. Alors, j'ai parlé de CPR, des archives intermédiaires et maintenant des dossiers de carrière. Donc, ce n'est à Béziers que les dossiers d'agents partis que l'on conserve, pas les agents en fonction. Donc là aussi, il y a des obligations légales et je voulais vous expliquer un petit peu à travers cette chemise donc du dossier d'un cheminot de Nancy. Vous voyez, il a arrêté de travailler en 1937 et c'est clairement marqué, à conserver jusqu'en 68. C'est barré et marqué après 77. Autrement dit, ce dossier aurait pu très bien être jeté. Je pense qu'il y a des endroits où ils ont appliqué ces consignes et où ils les ont jetés. Par contre, voilà, à Nancy, ils n'ont pas appliqué et ces dossiers sont donc arrivés l'année dernière à Béziers. Tout ça pour vous dire que la conservation des dossiers d'agents, voilà, telle qu'on la pratique actuellement, est relativement récente. Alors, dans les années 70, on a parlé de la politique de microfilmage qui avait cours à la CPR. Eh bien, au niveau des dossiers carrière, c'est exactement pareil. Il y a eu une politique de miniaturisation des dossiers d'agents partis, avec donc des textes, 1978. Donc, à l'époque, les microfiches étaient produites déjà, donc je parle du film, par le laboratoire central de micrographie, qui est donc aujourd'hui le CMTA, et qui continue à faire des microfiches. Et donc ces microfiches étaient renvoyées, elles étaient faites en 2 exemplaires d'ailleurs, et renvoyées au service RH propriétaire. Puis intervient donc dans les années 80, donc il y a eu la loi sur les archives en 79, et recrutement à l'époque par le président Fournier d'une conservatrice du patrimoine, Martine Constant. Et après, donc elle a pris en charge voilà, la politique d'archivage à l'époque. Et il y a un certain nombre de textes réglementaires qui sont parus, notamment celui qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, le NGAG 7 A7 numéro 9, qui a eu donc plusieurs textes au fur et à mesure mis à jour. Et aujourd'hui, il s'appelle le RH 205. Donc c'est la gestion et la conservation des documents de dossier d'agent. Donc c'est ce texte-là aussi qu'on suit actuellement. Donc à cette époque-là, c'était donc les pôles RH des directions régionales et des directions centrales qui devaient appliquer voilà, les textes, le texte dont je viens de parler, qui devaient donc faire du tri dans les documents et qui devaient ensuite faire le microfilmage. Donc les régions étaient équipées, les pôles RH étaient équipés de caméras de microfilmage. Et puis ils se sont équipés aussi, à partir de 2006-2008, de scanners. Et puis vous allez voir la suite. Alors il était déjà prévu que donc, ces microfiches, elles devaient arriver donc ensuite à Béziers. Et donc oui, alors normalement, c'est les établissements qui devaient transférer au pôle RH les dossiers pour que les pôles RH les traitent. Alors là, on arrive à Béziers, donc voilà, à la création de Béziers. Donc les services RH doivent envoyer les microfiches et doivent envoyer, là c'est très important, on décide
de garder en version papier les dossiers des agents partis avant 72. 72, c'est la création des régions SNCF. Donc ça, c'est ce qu'on applique toujours. Les dossiers avant 72 doivent arriver à Béziers. Donc, à partir de 99, on voit arriver donc, des transferts massifs en provenance des pôles RH et aussi donc, des centres d'archives du Mans et de Villeneuve qui avaient stocké des dossiers puisque c'était les seuls centres existants. Donc, Martine Constant elle avait fait transférer des dossiers d'agents dans ces centres. Alors, je voulais dire aussi qu'on a vu, alors aussi bien au Mans qu'à Béziers, une amélioration dans la qualité des versements, notamment justement à partir de la création du Sardo, de l'arrivée des experts archives du pôle expertise. Et alors, tout simplement, la qualité des versements, ça veut dire des dossiers qui arrivent dans des boîtes correctement conditionnées, inventoriées, et voilà, avec la palette ne s'effondre pas, elle est bien filmée. Mais je dois dire quand même qu'avant ça, on a quand même pris beaucoup de choses qui étaient voilà, mal inventoriées. Donc on a beaucoup d'arriérés en fait, encore à prendre en charge. Alors ça peut être des dossiers par exemple qui ont été mis dans des conteneurs, en plus avec plein d'élastiques autour, pour soi-disant bien garder les pièces ensemble. Mais bon, des dossiers qui n'ont pas forcément voilà, de date de naissance, on a les noms, les prénoms, mais voilà, le travail n'a pas été fait. Et donc, on est encore voilà, en train de reprendre. Mais la situation s'est améliorée parce qu'on est davantage présent et que voilà, on a des relais et des aides pour la collecte. Alors, très important aussi, en 2009, donc là, c'est Monsieur Zuber qui était à la tête du Sardo. Et avec RH, ils font le constat que depuis les années 90, finalement, cette politique de microfilmage et ensuite de numérisation, d'exploitation, elle n'a pas tellement été tenue voilà, par les pôles RH. Ils n'ont pas forcément fait tous leur travail. Et donc, il y a un stock énorme de dossiers qui traînent partout et non transférés à Béziers. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une transfert de charge. On a décidé d'arrêter un peu partout la numérisation en région et d'affecter du monde à Béziers. Et au CMTA aussi, qui a eu la création voilà, l'arrivée de nouvelles personnes, de nouveaux effectifs pour traiter ces dossiers. Et c'est là qu'on s'est équipé donc d'autres scanners, puisque les autres, il y en avait un qui servait à la CPR, et on s'est équipé voilà, de nouveau pour faire la numérisation des dossiers d'agents. Et puis on s'est aperçu quand même, au fil du temps, que les dossiers arrivaient, grâce au soutien à nouveau des correspondants archives et du pôle expertise, mais qu'ils étaient rarement traités en amont, donc ça fait de l'expurgation, mais c'est aussi, voilà, il faut bien enlever les agrafes, les trombones, tout ça, classer les documents à l'intérieur. Et donc ça a quand même rarement été fait, ce qui nous a amené après la charge à Béziers, quoi. Alors je voulais aussi vous dire, et après j'en ai presque fini avec la partie RH, que depuis 2010-2011, la SNCF a dématérialisé les dossiers d'agents. Donc ça veut dire qu'ils sont gérés dans une gestion électronique de documents par RH et qu'il est prévu à terme que ces dossiers arrivent dans le service d'archivage électronique géré par le Sardo qui s'appelle ADEL. Et là, bon, j'ai bien été obligée d'écrire que pour le moment, on n'a encore rien reçu. Voilà. Pourtant, il y a déjà des gens partis en 2010, 2011, 2012, etc. Mais à terme, ça change effectivement aussi le travail de Béziers, puisque voilà, nous, on travaille sur le stock papier antérieur à la dématérialisation. Juste le dernier document concernant la communication des dossiers de carrière. Donc, vous avez vu au démarrage du centre de Béziers, c'était surtout les communications pour la caisse de prévoyance, puisque c'est comme ça qu'on avait vu les transferts d'archives. On devait voilà, répondre à leurs demandes de communication. Donc c'était surtout massivement de demandes pour la CPR. Et puis, petit à petit, il y a eu des demandes donc, des services RH. Je reviendrai après, oui, sur les publics plus tard dans un autre diapo. Mais sur les internes, vous voyez le schéma avec... et puis vous voyez le détail un petit peu de qui nous demande les dossiers. Et ce pic, voilà, c'est ce que j'écris RH paye. C'est-à-dire que voilà, il y a des anciens employés qui ont été contractuels à la SNCF qui sont en préparant leur retraite, ont besoin d'un formulaire de BIS.
Et pour ce formulaire de BIS, il faut avoir les bulletins de paie, les certificats de travail, le contrat de travail. Et il y en a qui n'ont plus ces documents. Donc Béziers, en fait, a énormément fourni ses justificatifs à l'équipe, les services RH, qui établit les formulaires de BIS. Alors pour la petite histoire, avant c'était la CPR qui faisait ces BIS, et bon, le travail était redonné à RH. Et nous, on fournit. Donc c'est ce pic là. Et évidemment, bon, il y a eu un pic parce que c'était toutes les personnes du baby boom qui partaient à la retraite. Et puis, bon, au fil des années, voilà, il y a de moins en moins de demandes. Et puis, de ce côté-là, après, vous avez peut-être entendu parler, voilà, des dossiers, des procès des Chibani, les cheveux blancs, marocains, contractuels. On a fourni énormément de dossiers à la direction juridique. Et puis, vous voyez aussi les différentes demandes des branches RH. Et puis, tout récemment, on travaille pour l'APF Marseille, donc les retraités. Voilà, pour ces documents-là. Voilà. Le logiciel archive, juste rapidement pour vous dire qu'on est passé d'Access 2, Access 97, Access à Maïs, le logiciel actuel, donc qui est un produit, voilà, vous voyez, Spark Archive. Alors Maïs, vous voyez, ça veut dire maîtrise de l'archivage et de l'information stratégique. Donc on a fait un grand bond en avant, mais qui nous a quand même qui nous demande toujours beaucoup de travail. Simplement, en fait, voilà, le logiciel Access, on n'a jamais trop pu le développer, il était utilisé que par les centres. Et c'est surtout ça qui est important. Voilà, on avait en fait mis énormément de données, de descriptions dans le champ observation, simplement parce qu'il n'y avait pas de champ pour la date de naissance, il n'y avait pas de champ pour la date de décès, pour la date de cessation de fonction, voilà. Et donc on a maintenant, quand on a eu Maïs, on a fait un paramétrage spécial pour les dossiers d'agents, comme pour tous les autres types d'archives. Et donc voilà. Je m'amuse régulièrement à transférer des données pour qu'après, on ait des recherches pertinentes. Vous voyez, ça c'est typiquement, on avait beaucoup d'informations dans le champ observation, et les champs prénoms et les champs, voilà, étaient vides. Et bon, c'est un peu manuellement qu'il faut aller tout remettre dans. Et l'impact, c'est la recherche, quoi, derrière. Alors, les missions de centre d'archives, comme tout centre d'archives, les 4C, de la collecte. Donc vous avez compris, dossier de carrière. Maintenant j'ai enlevé dossier de pension puisqu'on ne les collecte plus. Le classement, faire enrichir la base de données, expurger, numériser dossier de carrière d'agents partis après 72, conserver, sauvegarder, évidemment communiquer, donc au public et à l'interne, en respect de la législation, et puis valoriser nos fonds historiques. À travers, donc on va à différents salons, voilà, et on fait des recherches à cette occasion-là, et les journées du patrimoine. Alors maintenant, je vous propose un petit voyage à Béziers. Voilà. Oui, alors le reportage que vous allez voir a été tourné à l'occasion des journées du patrimoine de 2017. C'est-à-dire là où on reçoit des archives. Ensuite, on ira dans la salle de tri, c'est-à-dire l'endroit où on traite les archives. Et enfin, on finira par le dépôt, c'est-à-dire l'endroit où on stocke nos archives. Voilà, vous voulez bien me suivre. Donc ici, vous avez tous les types de documents qu'on trouve donc, au centre des archives. On va avoir les registres du personnel qui sont ici. Ensuite, on a
Donc on va voir maintenant un petit peu les fonds qui sont conservés à Béziers. Donc on va voir un petit peu les grands ensembles de documents que nous avons à Béziers. Donc les services versants à la création de Béziers en 1998 sont les services des ressources humaines des 23 régions SNCF et des directions centrales. Aujourd'hui encore, on reçoit des dossiers de personnel. En 2015, on a reçu encore 6345 dossiers d'agents partis avant 1970 du Technicentre de Périgueux. Et on reçoit aussi des dossiers de pension éteinte de la Caisse de retraite et de prévoyance. On recevait, exact. Oui. Depuis que la CPR donc, est devenue autonome en 2007, on ne reçoit plus ces dossiers de pension. Voilà, donc on peut voir sur la carte les 23 régions de la SNCF et donc les services versants de ces 23 régions. Donc on a deux grands ensembles de documents, donc des archives des compagnies et de leurs caisses de retraite, d'une part, donc comme on peut voir sur la carte la répartition des différentes compagnies, la compagnie du Nord, la compagnie d'État, la compagnie de l'Est, la compagnie PLM, du Midi et d'Orléans. Donc là, je vais dire deux mots juste, oui. Donc effectivement, quand on reçoit des archives de Paris Nord, par exemple, eh bien, ça peut être aussi bien des archives de la compagnie ou de la région SNCF Nord, qui est donc voilà, qui existait, qui a pris la suite de la compagnie voilà, jusqu'en 72. Donc on a les débuts du chemin de fer. Ensuite, on a donc les archives de la SNCF et la caisse de retraite, donc d'abord des 5 régions, qui sont devenues ensuite 23 régions. Et l'État a confié à la caisse des retraites la gestion des pensions des réseaux d'Afrique du Nord, ayant obtenu un droit à pension avant l'indépendance. Donc les grandes typologies d'archives, ce sont les fiches carrières RH, les dossiers carrières RH, les dossiers de pension éteinte de la CPR, les livrets de retraite, les registres du personnel RH et CPR. On a aussi les dossiers de personnel de tous les statuts, donc du cadre permanent et des auxiliaires. On a des dossiers donc, sur différents supports, aussi bien des dossiers papier, ça représente 9 km linéaires. La grosse partie concerne des dossiers papier RH, et puis une autre partie à raison de 1,1 km linéaire. On a aussi les dossiers sur microfiches, ça représente environ 1,5 million de microfiches. 62% de ces microfiches concernent donc des dossiers RH et les 37% concernent la CPR. Donc dans ces versements d'archives RH, on va retrouver donc des fiches carrières de l'époque des compagnies. Donc on en a un modèle ici, on a la fiche carrière la plus ancienne du centre, dont l'agent est né en 1789. On va retrouver aussi des archives, des fiches carrières de l'époque SNCF. Donc en général, les dates de naissance de ces fiches carrières sont après 1790. On en a environ 280 000. On a aussi des dossiers de carrière sur support papier. Ce sont les dossiers avant 1972 qu'on va conserver sur support papier. Donc de tous les réseaux, c'est-à-dire de toutes les compagnies, mais et aussi ce seront des dossiers de personnel du statut et auxiliaire. Ces dossiers de carrière papier sont surtout des dossiers dont la date de naissance se situe après 1890, pardon. Et beaucoup d'entrées de chemin de fer, on peut le constater dans ces dossiers, se situent aux environs de 1919-1920. Ça représente pour cette partie de dossier environ 7,7 km linéaires. Ensuite, on a les dossiers donc, miniaturisés dont la cessation se situe un peu avant 72, mais surtout après 1972. Et ça concerne des agents auxiliaires et des agents au statut. Et ça provient, pareil, de toutes les régions SNCF et des services centraux. On en a 950 000 environ.
Donc ici, vous avez en fait un exemple donc, des sous-dossiers de carrière d'un dossier de carrière RH qui date de 1945. Donc pour la partie A, on va retrouver donc, la partie carrière. La partie B, ça concerne les sanctions et les récompenses. Pour le sous-dossier C, c'est la partie médicale. Le sous-dossier D, c'est la partie famille, facilité de circulation. Pour la partie E, ça va concerner donc les réclamations, un petit peu toutes sortes de documents en fait, qu'on ne peut pas mettre dans les autres sous-dossiers. Et le sous-dossier F, ça concerne la solde de la rémunération. Donc on va avoir pour la partie CPR, donc pour les fonds de la CPR, différents types de documents. On va avoir des dossiers de pension éteinte classiques sur microfiche. Donc on va y trouver des cheminots au statut et des réseaux, donc des compagnies du Nord, de l'Est, de l'Ouest et de l'État, de PLM, puis ensuite de la SNCF. Donc les dates de naissance de ces dossiers se situent après 1850 et on a des extensions, les dossiers d'extension entre 1953 et 2013 sur ces microfiches. Ça représente 580 000 dossiers. On a ensuite des dossiers de pension éteinte sur support papier. Donc ces supports papier, on va avoir des cheminots relevant du régime des retraites d'Alsace-Lorraine. Ça comprend les extinctions entre 1964 et 2013. Les cheminots des réseaux d'Afrique du Nord. Ah oui, juste sur l'Alsace-Lorraine, je pense que au départ, la CPR avait décidé de le garder parce qu'évidemment, il y avait un régime de retraite particulier et aussi beaucoup de documents en allemand. Ouais. Ouais. Donc on a ensuite des cheminots, des dossiers de pension éteinte des cheminots des réseaux d'Afrique du Nord, dont les dossiers d'intégration à la SNCF. Donc pareil, tout comme les dossiers d'Alsace-Lorraine, ils ont une valeur historique. Les dossiers thèmes et ayant droit ne s'étant pas manifestés. Donc c'est des extinctions entre 1970 et 2013. On va trouver également sur support papier des dossiers d'agents partis sans pension. De tous les réseaux, dont l'Alsace-Lorraine. Il y a une dominante de l'État, la compagnie d'État, puis de la période SNCF. Donc les naissances de ces agents, de ces dossiers, se situent pour la plupart après 1850 et la cessation se situe après 1920. On en a 200 mètres linéaires. Nous avons également des livrets de retraite de la compagnie du Nord et de l'Alsace-Lorraine, des registres de pensionnés et des listings des pensionnés décédés. Donc on va trouver quelques variations dans les imprimés au fil du temps, en fonction des types de pensions. Pour l'histoire des familles, on va retrouver des documents de carrière, l'état de service militaire, la vie du pensionné, les événements familiaux. Les dossiers de la CPR souvent comblent nos lacunes dans la partie carrière. Oui, alors les lacunes, c'est vrai que heureusement qu'on a les dossiers de la caisse de prévoyance, parce que quand j'analyse la situation, bon, du fait de l'éparpillement en fait, des dossiers de carrière, il y a eu beaucoup de pertes. Alors que bon, le régime de retraite est assez ancien et la CPR a toujours centralisé donc, les dossiers de pension au même endroit, les a consciencieusement gardés. Et vraiment, on arrive à répondre aux généalogistes, aux historiens, vraiment beaucoup grâce au dossier de la CPR. La problématique des microfiches, c'est que ce sont des documents en noir et blanc, que ce sont des dossiers qui ne sont pas saisis dans notre logiciel archive, mais qui sont quand même accessibles. Et alors, si vous vous souvenez, dans la diapo des meubles de microfiches qui sont arrivés de la CPR, on en a à peu près encore 500 000 qui ne sont pas saisis, qui ne sont pas dans Maïs, mais qu'on arrive à retrouver quand même. Et vous l'avez vu aussi dans le reportage, on faisait des recherches à travers les listings. Donc vous avez un exemple de listing, et grâce au décès du dernier ayant droit, on arrive à retrouver la microfiche et retrouver dans cette microfiche de dossier de pension éteinte les éléments de la carrière. Donc on a ici un extrait du listing de pensionnés décédés en 1971. Donc on voit ici l'agent avec l'immatriculation de l'agent. Et ça, ici, ça date de décès. Voilà, donc je vais laisser la parole à ma collègue. Oui, alors l'état des fonds.
Alors je suis en train de préparer là, un état des fonds de Béziers. Alors il en existe déjà, mais voilà, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste la version actuelle que je suis en train de préparer. Donc à travers 2 exemples, les dossiers de la Caisse de prévoyance, dossier d'Afrique du Nord. Donc en fait, je regarde l'ensemble des versements reçus de la CPR qui par exemple concernent voilà, les réseaux d'Afrique du Nord. Et puis j'essaye d'en faire une synthèse. Et puis après d'examiner, de faire un zoom sur chaque versement. Alors là, je suis sur la partie synthèse. Donc on a des dossiers de carrière et de retraite. Donc ceux-là, ils ne sont pas éteints, par exemple, que le réseau de Tunisie. Et en fait, on va les retrouver après dans les dossiers de pension éteinte. Et donc, vous voyez là, à travers ces dossiers de carrière et de retraite, du côté de la Tunisie, la majorité des dossiers viennent de la compagnie fermière des chemins de fer tunisiens. Et une plus petite proportion des chemins de fer de Sfax à Gafsa. Après, on a un gros volume de dossiers de pension éteinte, donc tous les réseaux. Le Maroc a été mis un peu à part dans une série de boîtes pour l'année 66, je ne sais pas pourquoi. Et après, on a 18 autres versements voilà, qui, au fil des années, ont été versés par les CPR et qui contenaient versements de pension éteinte et qui contenaient un bout de dossier d'Afrique du Nord. Et puis, donc, Fabienne a déjà parlé tout à l'heure des dossiers d'intégration, donc ceux-là sont intéressants. Voilà, c'est toutes les personnes qui ont donc quitté voilà, par exemple l'Algérie ou le Maroc et qui ont après poursuivi leur carrière à la SNCF. Donc vous voyez les volumes. Donc après le zoom sur un des versements, et donc encore je vais les passer voilà, dans l'état des fonds tous en revue. Et l'idée donc c'est d'afficher donc pour chaque versement le nombre de dossiers, les années d'extinction extrême, le support, le métrage, et puis d'essayer de faire un tableau sur les années de naissance les plus représentées. Voilà. Et puis après, le document sera illustré d'un certain nombre de... Voilà, donc le travail est quand même important parce qu'on a énormément d'archives. Donc, voilà. Après, j'ai choisi au niveau de la carrière de vous présenter les archives de la région, donc direction régionale versée par la direction régionale d'Amiens. Maintenant, on dit direction régionale Picardie. Donc là, pareil, la synthèse. Entre 2003 et 2006, on a reçu un certain nombre de dossiers d'agents partis avant 72 en support papier, dossiers des gens du cadre permanent. Et puis, on a reçu aussi, entre 2012 et 2015, massivement des dossiers d'auxiliaires en support papier, ce qui semble là vouloir dire que la région d'Amiens n'a pas suivi la politique de microfilmage. Et donc, nous, on a reçu voilà, tous ces dossiers en papier. Alors on a parlé aussi comme type de document de la fiche carrière. Il faut savoir qu'à un moment donné, il y a eu des directives au niveau des ressources humaines en fait, d'extraire cette fiche carrière des dossiers. Et donc on a des versements complets avec rien que les fiches carrières. Et donc vous voyez, alors là par contre, il n'y a souvent pas de séparation entre avant 72 et après 72. C'est juste rangé par ordre alphabétique souvent. Et donc vous voyez, on en a beaucoup. Et donc, il y a l'époque compagnie et après l'époque SNCF. Et au niveau des microfiches, donc d'agents partis après 72, sur Amiens, on a un peu plus de 20 000 dossiers. Et voilà, je vais vous reparler d'un zoom. Donc là, j'ai pris un versement de plus de 13 000 dossiers, 300 mètres linéaires. Pareil, une approche par date de naissance. Et puis après, j'essaie de voir aussi dans chaque versement quels sont les services, est-ce qu'il y a tous les services représentés. Donc c'est pour ça que j'ai marqué voilà, EX, MTVB, donc pour ceux qui connaissent, exploitation, matériel de traction, voies et bâtiments. Alors maintenant ça ne s'appelle plus comme ça, mais bon. J'essaye de voir est-ce qu'il y a que du matériel de traction ou est-ce qu'il y a un peu de tout. Donc dans ce versement, il y a tout. J'essaie de voir quel est le type de classement et aussi l'épaisseur des dossiers. C'est important parce que voilà, si le nombre de dossiers qu'il y a par mètre linéaire, ça nous donne une idée de est-ce que c'est plus des dossiers d'auxiliaires ou plus des dossiers plus importants du cadre permanent. Voilà. Et puis maintenant, on va essayer de vous montrer quelques documents. Donc, je repasse la parole à Fabienne.
Donc on va voir ici un dossier de pension. Ah oui. On va voir ici un dossier de pension de l'agent Poupry Louis, donc agent de la compagnie d'État. Donc on a là un relevé des états de service de cet agent. Donc c'est un agent qui est né en 1840, qui est rentré à la compagnie de l'État en 1909 à l'âge de 69 ans et qui a été affilié à la caisse de retraite de janvier à mai 1911. Et en fait, il s'est arrêté pour soigner sa femme et il n'a jamais repris son service. Et donc, il a été radié ensuite en 1911. Ici, on a son bulletin de naissance. Voilà, vous allez voir en fait le type de document qu'on peut conserver à Béziers. Ici, donc, le courrier de radiation des cadres dont je vous ai parlé. Donc, radiation des cadres en 1911 à l'âge de 71 ans. Donc ici, c'est la proposition de pension. On peut voir en bas donc le traitement uniforme de 120 € pour sa période du 1er janvier 1911 au 13 mai 1911. Ah oui, francs, pardon. C'est vrai, oui, excusez-moi. Voilà, donc là, c'est la même chose, hein, c'est la durée de la filiation de l'agent. L'arrêté de la pension. Donc ici, une communication, un courrier en fait, dans lequel il est donc rappelé qu'il s'est arrêté pour soigner sa femme et qu'il n'a jamais repris son service. Donc ici, un acte de mariage en 1878. Nous avons aussi un dossier de pension éteinte ici de Mercer Florentin, donc des chemins de fer d'Algérie. Donc voilà, là c'est la couverture en fait du dossier agent de la CPR. Voilà, donc il est décédé en 1971. C'est le dossier de pension éteinte. C'est sa femme qui est décédée. Ah oui, pardon. Oui. Décédée en 1916. Non, oui. Donc voilà, la liquidation de pension suite au décès en 1916. Voilà, toujours donc des documents de la Caisse des retraites de 1864. Donc ici, c'est en fait un document de recalcul, en fait, une demande de recalcul de la pension. Voilà, donc la suite, ça, ce sont les motifs d'appui à la proposition. Toujours des documents sur le calcul et sur la rétroactivité. Ici, c'est un document de déclaration en 1936 de la veuve en deuxième noce. Oui, on voit qu'en fait, elle est déjà en 36, c'est la nouveau veuve. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, elle signe en 36, elle habite à Bougie, alors qu'avant, elle était à El Afroun. Enfin, on suit en fait ces déplacements et on va continuer à les suivre après dans le reste du document. Ici, c'est donc le document de revalorisation de la pension en 1949. Tu peux passer. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que au moment de la revalorisation, c'est là qu'on voit apparaître les états de service. On peut voir qu'elle est née à Mostaganem. Voilà les états de service. Vous voyez, il était journalier à Freville en 1890 et termine sous-chef de manutention à El Afroun. Donc là, elle a dû avoir besoin de fournir une fiche d'état civil en 62. Et vous voyez qu'en 62, elle est à Besançon. Donc ici, c'est le formulaire, donc le questionnaire en 1963. Oui, alors bon, voilà, des fois, on peut trouver les ressources dans ces documents-là, les ressources de la veuve, de quoi, voilà. La suite du questionnaire. Alors là, c'est aussi à nouveau une possible revalorisation de la pension pour voir éventuellement si on peut justifier de campagne militaire double. Donc là, c'est des courriers en 71
Ouais, tu peux passer, je pense. Voilà, c'est autour Voilà, c'est de... la Voilà, elle DC. doit fournir les états militaires, en fait, pour éventuellement bénéficier de la campagne double. Et donc, elle écrit aux archives d'outre-mer, aux archives nationales. Et voilà l'état militaire. Et donc là, en 71, quand elle décède, il y avait un imprimé à remplir. Et voilà, l'imprimé... et on sait où elle a habité au moment de son décès. Donc après, on va voir des fiches carrières. Donc ici, la fiche carrière donc, de la plus ancienne du centre, donc de Gautis Jean-Baptiste, donc né en 1789, à l'époque à la Compagnie du Nord. Oui, il rentre assez tard, hein. Enfin bon, voilà, 1849. Ouais. Et donc c'est quelqu'un qui est au service du personnel, hein. C'est pas un ouvrier, il s'occupe du personnel. Donc ici, une autre fiche carrière d'une garde-barrière, donc rentrée en 1860 dans la Compagnie du Nord. Fiche trouvée dans les décombres de la gare du Nord. Oui, et elles sont passées par Le Mans, parce que moi, quand j'étais au Mans, je les ai fait envoyer à Béziers. Donc on va dire qu'elles ont beaucoup circulé. Lorsqu'on a démoli une partie de la gare du Nord, on a trouvé des caisses dans lesquelles il y avait des dossiers de garde-barrière du Nord. C'est là où on les a trouvés. On les trouve dans des souterrains, dans des, comment ça s'appelle, des châteaux d'eau, dans des pièces de mine dans les ouvrages d'art et dans des greniers des grandes gares. Oui, et alors il faut savoir que ça, c'est que donc Compagnie du Nord, voies et bâtiments. Et où est passé exploitation et matériel de traction, mystère. Oui, que voies et bâtiments. Et par contre, on n'a pas d'équivalent sur les autres compagnies. Donc où sont passés sur l'Ouest, État, va y venir Fabienne, on a la partie exploitation, mais rien sur voies et bâtiments et rien sur matériel de traction. En fait, voilà, c'est un jeu de... D'où l'état des fonds, quoi, qui va essayer de dire... Donc c'est ici, midi, la- oui, c'est midi. une fiche carrière de la Compagnie du Midi, donc une femme préposée à la salubrité. Et là, ça vient de Tours, ça. C'est un service versant Tours. Donc ici, une fiche carrière également d'une femme, une aide ouvrière à la Compagnie de l'État. Donc l'État, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que exploitation. Une autre fiche de carrière d'une femme rentrée à la Compagnie du Nord. Alors là, c'est pour vous montrer qu'en fait, il faut se méfier de ces fiches, parce que parfois, elles s'interrompent. Et en fait, la carrière, elle a continué, et il faut avoir la fiche SNCF, et qui va venir après. Voilà, souvent à droite, on avait les gratifications et les médailles. Voilà la suite de la fiche. À nouveau, donc une fiche carrière d'une dame. C'est la même. Ah oui, c'est la Fabienne. même. C'est la même, c'est la suite. C'est la suite. C'est la suite. Et tout d'un coup, si tu repars en avant, ça s'arrête tout d'un coup. Et en fait, voilà, il ne faut pas croire que sa carrière est finie. En fait, la suite est là. La suite est donc dans ces fameuses fiches 3P1, 3P2, 3P3. Du temps donc de la SNCF. Et là, il faut avoir le dictionnaire. Si tu passes à la suivante. Voilà, ouais, donc là, il faut le dictionnaire des grades Dictionnaire des grades, voilà. pour pouvoir connaître un Parce petit que peu c'est des les abréviations, emplois en tenus. fait. Et donc, on peut suivre voilà, son avancement, sa carrière et Jusqu'à son les décès. lieux, la résidence d'emploi. Voilà. Donc là, ici Une aussi, bitéroise. une bitéroise, oui, factrice, omis. Là, on va voir les sous-dossiers carrière. On les a déjà un peu vus, mais on est remonté plus loin et parti plus loin. Dossier carrière. Donc là, c'est une fiche carrière. Non, c'est sa chemise c'est la chemise du dossier. Ah oui, je ne reconnais plus. Donc là, on est à l'attraction. Donc là, c'est le sous-dossier 1. Donc Au niveau des compagnies, sur le plan de classement des sous-dossiers, ils se sont un peu copiés, hein, de toute manière. Là, on a un exemple, ça traduit bien. Donc les congés. Là, on a les récompenses, le sous-dossier 2. Sous-dossier 3, donc tout ce qui est sanctions. Le sous-dossier 4, tout ce qui est divers, les correspondances diverses. Le sous-dossier 5, on va trouver les pièces réglementaires.
Donc tout ce qui est mutation, pièce d'admission, pièce d'état civil. Voilà. Là, on est en ce 45, sera- c'est ce qu'on a vu tout à Ouais, l'heure. Voilà, 1945. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, oui. Donc je vais passer plus vite. Donc les sanctions, le médical, tout ce qui est situation de famille, les courriers divers en fait, on va retrouver là, et tout ce qui est rémunération. Là, c'est un sous-dossier. Donc les On est en sous-dossiers à partir de 80, 1980. Donc à partir de 1980, le sous-dossier 1 carrière, sous-dossier 2 accident du travail, le sous-dossier 4 affaires médicales et Alors, psychologiques. si vous cherchez le 3, il est parti à la CPR. Voilà, c'est lui qui a alimenté le dossier de pension. Sous-dossier 3. Cessation de fonction, il s'appelle. Donc le sous-dossier 5, sanctions, récompenses et distinctions honorifiques, dont les médailles d'honneur. Sous-dossier 6, affaires sociales et affaires diverses. Donc voilà. Et le sous-dossier 7, donc tout ce qui concerne la solde. Donc les dossiers de carrière Paris-Orléans de l'attraction. Donc on a Oui, c'est le ici dossier Jean-Baptiste. Tissier, voilà. Bon, c'était parfait chez nous, le PowerPoint, mais là, il s'est un peu coupé, je pense Ouais. qu'avec le vidéo. Bon. Donc voilà, là on a les états de service donc, de cet agent. Donc on voit qu'il est passé à Juvisy, Paris, Tours, Ussel, Clermont, Angoulême, puis qu'il a obtenu sa mutation à nouveau pour Ussel. Et Voilà, il est monteur, on va voir après, monteur, et puis après, plus loin, élève mécanicien, et puis encore après, chauffeur de route, mais on va le voir. mécanicien de route. Oui. Ici on a un Oui, on n'a pas tout mis les courriers, on n'a pas mis tous les courriers, il y en avait beaucoup, ça c'est sa réadmission. Il demande sa réadmission. après son service militaire. La suite du courrier. Voilà, donc c'était un plus d'avoir un membre de sa famille employé à la compagnie. Ici, on a un bulletin de renseignement qui date de 1909 Ça c'est très très intéressant. Hein. d'un agent rentré. On voit ses antécédents en fait. On voit, voilà, c'est ce qu'il a fait avant, il était Avant, serrurier voilà. en gros. Hein. Mm. Et puis il a déjà travaillé au moment, ça s'est rempli au moment de sa réadmission. Et on voit qu'il a déjà travaillé à la compagnie du Paris-Orléans avant de faire son service militaire. Il fallait qu'il démissionne en fait au moment du service militaire et il demande à être réintégré après. Donc, toujours. Oui, là, c'est les examens. Il est monteur. Alors, il faut savoir que les compagnies recherchaient beaucoup voilà, les chauffeurs et puis des mécaniciens. Et donc, même s'ils démarraient d'abord ouvriers, rapidement, ils pouvaient passer l'examen pour... La suite. Donc ici, un rapport sur un candidat aux fonctions de mécanicien. Donc, c'est lui, hein, il est suivi, il fait des stages et puis pour devenir mécanicien. Et là, il est reconnu apte à être mécanicien conducteur de locomotive. On a les appréciations. Là, Évidemment, c'est un après viendra la guerre. armé. Et là, on voit qu'il est, il est réserviste du 5e génie en qualité de monteur. Mais donc là, en fait, il demande, c'est juste avant encore, enfin, il demande en fait sa mutation, voilà, Voilà, oui, c'est ça. À Ussel. C'est ça. qu'il obtiendra. Donc ça, c'est les notations. Donc ça, c'est 1916. Mm. Et donc, vous voyez, marqué qu'il est bon chauffeur, mais il a encore un service moyen comme mécanicien. Il sera rappelé par l'armée. Donc là, c'est ici, des pour demandes les de facilité de circulation, en fait, pour ses enfants. Et après, je crois qu'il y a pour sa sœur, je crois. Voilà, pour sa sœur. Sa sœur Donc c'est aussi. des courriers pour demander des facilités de 1934. circulation. Je crois que c'est à moi après, je crois. Ah, bon, tu peux faire encore les photos si tu veux, je ferai là. Donc ici, on va Ouais, alors, voir donc des... on nous demande souvent si on a des photos. Ouais, voilà. Alors on s'est dit, c'est très rare. Voilà, c'est très rare. Alors on a quelques dossiers où il y a des photos d'identité collées, mais c'est rare.
Alors je ne sais pas, peut-être Henri pourrait nous expliquer après des questions, savoir s'il y en avait systématiquement qu'elles ont été enlevées ou je ne sais pas. C'est exceptionnel d'avoir une photo sur les dossiers personnels, même actuellement. Ouais. Mais j'en ai trouvé par exemple dans certains versements, notamment du PO Midi, où il y en a quasiment systématiquement. Et puis d'autres secteurs géographiques, il n'y a pas. Donc rare photo d'identité, c'est le Nord. On peut passer... Par contre, oui, parfois on trouve dans les photos d'identité, dans les carnets, alors là on peut avoir toute la famille, quoi. Permis de circuler en fait, parce qu'ils devaient les redonner. Donc ici on a la femme, La fille, on a vu la fille. le fils. Très rare photo de famille. Là c'est Rumeau qui, j'ai oublié son prénom, et qui figure dans les livres mémorials de Thomas Fontaine. Et alors voilà, il y a sa photo de famille. Ici, c'est la fiche d'identité de la cadre supérieure, Madame Blanche Le Tissier. Alors on a souvent des photos comme ça, ces fiches-là, dans quasiment tous les dossiers de cadre supérieur. Par contre, difficile de savoir quand elle a été prise. Bon là, c'est sûr qu'elle n'est pas à l'âge de la retraite, mais est-ce que c'est au moment de son embauche? Je ne sais pas. Et c'est quasi systématiquement qu'on trouve ces fiches avec la photo. Et là, je vais prendre un... Oui, donc là, c'est quelques documents qui viennent de l'exposition qu'on a fait pour les Journées du patrimoine en 2017. Et par contre, donc, j'ai choisi 2017 parce que pour 2018, l'exposition qu'on a faite sur les femmes, vous pourrez consulter la brochure et voir, voilà, c'est comme un catalogue d'exposition, voir un petit peu ce qu'on a pu trouver sur les femmes. Et donc je passerai peut-être pas tout parce que je vais m'arrêter après vraiment à 10h40 à l'heure. Et en fait, voilà, ce diapo pour vous montrer que tous les documents sont issus de ce sous-dossier-là, qui concerne les pièces d'admission et d'état civil. Donc là, on est à la Compagnie de l'État, on est en 1911. Et donc, on peut suivre voilà, quel était l'âge d'admission à l'époque et quelles étaient les pièces à fournir au moment de l'embauche. Voilà. Et puis oui, c'est marqué que voilà, pour les frais de déplacement au moment de l'embauche, c'est à la charge de l'intéressé. Voilà, donc encore les types de documents à fournir. Voilà, là on est en 26 au PLM. Et les voilà, ces documents, qui peuvent être très utiles à la fois pour l'histoire et pour les généalogistes. Les extraits de naissance. Les extraits de casier judiciaire, donc vierge. Un certificat de bonne vie et de bonnes mœurs. Un certificat de bonne conduite à l'armée. Donc il y en a qui sont jolis. Là, c'est les diplômes. Donc un exemple de... Bon, c'est une copie certifiée, hein, mais donc diplôme d'enseignement primaire. Là, c'est Polytechnique. Vous voyez son classement et les notes obtenues par l'élève. État de service militaire, qu'on peut trouver aussi dans les pièces d'admission. Alors, bon, voilà, là, c'est quelqu'un qui a des citations voilà, pour son attitude pendant le premier conflit. Alors, vous avez vu dans le reportage, effectivement, des enquêtes. Tout simplement, vous voyez, c'est marqué agent enquêteur. Donc, il y avait de véritables enquêtes au moment de l'embauche. Donc là, on est en 36, mais c'était déjà le cas avant. Vous voyez la liste des questions, 14 questions sur le candidat. Et donc, évidemment, c'est plein d'informations dans les réponses. Voilà, la moralité. Il y a enquête sur la moralité. Et donc là, on voit la famille est très honorable. Lettre au préfet. Pour demander voilà, aussi sur la moralité. Là, une lettre de recommandation d'un ancien employeur. Donc là, c'est un notaire qui écrit. Alors là, c'est un cas de quelqu'un qui demande une réadmission après une amnistie pour fait de grève en 1920. Et donc, il y a une enquête et vous verrez que... Voilà, ils font une enquête. Et bon... Il a un mauvais esprit, enfin voilà, je vous laisse un peu découvrir. Bon.
il excitait ses camarades. Bon, il ne sera pas repris. Voilà. Alors l'examen médical était très important. Il y avait des listes de maladies rédhibitoires. Un examen médical, examen, prise de sang et recherche de la syphilis. Très important, l'état de la dentition. Donc il y a des cas où c'est écrit que voilà, il faut que la personne s'appareille s'il veut être admise ou voire commissionnée. Enfin voilà, il faut que. Et donc là c'est un courrier au chef de district, voilà, du mari, et qui dit que sa femme a une dentition voulue pour devenir garde-barrière. Alors ce qui est intéressant aussi dans les lettres, dans les courriers écrits par les postulants, c'est les formules. Enfin, voilà. Donc là, c'est quelqu'un aussi qui a réécrit plusieurs fois, et là, il dit « j'ai fait des progrès dans mon orthographe, et puis je me rendrai digne par mon zèle et mon dévouement ». Voilà. Donc Fabienne en a parlé, donc voilà, là, ça a été surligné au niveau du chemin de fer, qu'il est employé, voilà. Qu'il est fils d'employé, pardon. Et voilà, il avance que son père n'a fait aucune grève. Je ferai tout mon possible pour satisfaire mes chefs. Alors beaucoup de veuves, d'employés qui rentraient au chemin de fer après le décès de leur mari. Donc voilà, une lettre d'une candidate veuve. Il a été happé par un... Alors au niveau des examens d'entrée, alors pour les examens non pas réduits mais assez approfondis, il y avait une épreuve de rédaction. Et donc notamment on leur demandait d'écrire pourquoi ils voulaient entrer au chemin de fer ou de faire une lettre à quelqu'un de leur famille pour expliquer pourquoi. Et donc vous voyez, pour me créer une situation, la question principale est celle des retraites. Mon pain sera donc assuré dans ma vieillesse. C'est une situation sûre, le traitement est assez élevé. Et conseille à son frère de faire pareil. Alors toujours une rédaction. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que bon, il aurait bien voulu faire une carrière, enfin, il veut faire une carrière au PLM, et qu'il aurait voulu déjà la faire avant sa candidature, mais qu'avec les événements de la guerre, il n'a pas pu. Et donc, donc voilà. Donc là, quelles sont les raisons? Ça, c'est l'intitulé de la rédaction. Et donc voilà, c'est une compagnie qui n'emploie que des hommes sérieux. J'aurai un travail lucratif, les places sont stables à cette compagnie. Et puis à nouveau une formule, je m'emploierai à donner satisfaction à mes chefs, comme je l'ai fait pendant mon séjour sur les drapeaux. Là, c'est une femme donc, qui cherche à rentrer comme employée. Et là aussi, on est dans le contexte de la guerre. On est en 1917. Et donc, elle explique sa situation, qu'elle qualifie de guerre brillante. Il faut qu'elle s'occupe de sa famille et elle a besoin de ce travail. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ces pièces d'admission, c'est les antécédents. Qu'est-ce que les personnes ont fait avant? Donc là, évidemment, majoritairement des cultivateurs, surtout pour ceux qui voulaient rentrer donc, à l'exploitation comme hommes d'équipe. Beaucoup de cultivateurs. Et là c'est quelqu'un qui a été facturier. Donc là, il va candidat à un emploi de bureau. Vous voyez où il a travaillé avant. C'est un document très intéressant. Dans les courriers aussi, les souhaits géographiques. C'est-à-dire qu'on voit, ça c'est un courrier caractéristique. C'est vrai qu'en fait... les candidats disent qu'ils aimeraient bien avoir un travail proche de leur pays natal, mais qu'en gros, voilà, ils se plient aux souhaits de la compagnie. Et donc voilà, j'occuperai l'emploi d'ouvrier dans un poste quelconque. Là, on est à Béziers. Vous voyez ces imprimés aussi dans lesquels ils mettaient leurs souhaits. Donc là, il met plusieurs souhaits, Saint-Afrique, Tournemire... Bédarieux, Béziers, et puis après il dira, ou la compagnie lui dira. Et donc souvent en fait les personnes acceptaient le poste, et puis ça se traduisait après plus tard par une demande de mutation. Voilà.
Mais il n'y a rien de nouveau. Hein. Voilà. Donc là, je passe un petit peu aux examens. Je vais m'arrêter, enfin, je ne vais pas forcément tout vous passer. Il y a le recto et après le verso, les examens. Donc voilà, vous avez vu un petit peu dans le reportage. Là, c'est un examen réduit, donc écriture, dictée courte. Alors les textes, c'était souvent des règlements du chemin de fer sur lesquels ils devaient faire une dictée. Et les cas d'opération, mais il y a aussi le thème de la nation dans cette dictée. Donc là, on n'est pas dans un règlement, mais plutôt dans un texte. Voilà, là, c'est la politesse. Il faut garder son sang-froid face au client. Donc là, on est en 37. Un essai d'ouvrier. Alors celui-là est intéressant parce qu'effectivement, dans ce document, on voit un petit peu quelles étaient les épreuves au moment de l'essai pratique que passaient tous ces candidats là, quel que soit. Donc là, c'est un candidat ajusteur, mais on voit les épreuves des autres. Et alors souvent, les contremaîtres qui faisaient passer les examens étaient très durs. Hein. Et souvent, quelqu'un qui veut être ajusteur, s'il n'a pas le niveau, il va être admis aide-ajusteur. Il faudra faire ses preuves après. Voilà, là, on a les notes. Alors, examen plus poussé, facteur aux écritures. Voilà. Donc, vous voyez, dictée beaucoup plus longue. Et là, c'est le texte, c'est un heureux coin de terre. C'est intéressant aussi, par exemple, là, dans sa rédaction, il doit décrire son village. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, en fait, il explique l'arrivée du chemin de fer dans son village et les modifications et le développement que ça a entraîné pour le village. Voilà. Il y avait un examen pour facteur aux écritures de géographie, enfin, des problèmes mathématiques. Là, c'est un examen aussi d'expéditionnaire. Donc, l'expéditionnaire, c'était forcément au service voie et bâtiment ou à matériel et traction. Et là, vous avez donc les notes et puis page d'écriture, la rédaction. Les problèmes arithmétiques. Voilà, c'est des questions sur le système métrique, la géométrie, l'algèbre, la trigonométrie. Voilà. Et ça, c'est des dessins. Alors, je crois que dans l'exposition, on avait mis, alors c'était pour un autre plan, et il avait mis 15 heures à le faire. Examen d'un apprenti, donc là, matériel de traction, 13 ans, voilà, et donc contrat d'apprentissage signé par le père et l'apprenti. Et donc il y avait un examen théorique et puis pratique. Donc vous avez ces documents-là dans les dossiers. Alors là, 15 ans, quelqu'un qui postule pour régie aux écritures. Régie aux écritures, il a 15 ans. Voilà. Donc pareil, un examen assez approfondi. Et juste, pour finir, parcours d'un attaché cadre. Donc, ça c'est un exemple d'un diplômé des hautes études. Je crois que c'est marqué qu'il a fait Polytechnique. Ouais. Et il faut savoir qu'à l'époque, ils devaient faire leurs preuves et passer des stages et avoir tout un tas d'expériences avant de pouvoir progresser. Et là, on suit, par exemple, dans les dossiers, ces stages d'attaché cadre, on va dire comme ça. Voilà. Voilà. Et on a tout le détail de ces stages et de son parcours. Voilà. Alors, je vais laisser la parole, dès qu'elle aura mis le PowerPoint, à Emeline. Emeline, qui s'occupe de une partie de recherche qui passera après la parole à Sylvia. Alors, on a évoqué à plusieurs reprises les recherches publiques. Je vous propose qu'on s'attarde un peu sur le sujet.
Donc on va voir comment accéder au dossier de cheminot. On va parler là des recherches publiques, donc tout ce qui est généalogiste, qu'il soit amateur ou professionnel, ou historien également. Alors il faut savoir qu'il n'est pas possible de faire une recherche en ligne, tout simplement pour des raisons de protection des données personnelles. Vous pouvez, si vous souhaitez faire une recherche, nous envoyer un courriel à l'adresse qui est indiquée ici, donc archive.béziers@sncf.fr. Lorsque nous recevons une demande, on va attribuer un numéro de recherche au demandeur et on va lui renvoyer un formulaire à compléter en ligne. Donc vous avez ici une vue du formulaire. Dans ce formulaire, vous allez trouver des champs bien particuliers. Cela nous permet d'avoir le maximum d'informations pour faire ensuite les recherches. Donc voici les informations qu'on va demander. Donc bien sûr le nom, le ou les prénoms, date et lieu de naissance, date et lieu de décès. D'autres renseignements également concernant les emplois s'ils sont connus, les dates d'emploi, le matricule par exemple. On va demander ces informations donc concernant l'agent recherché et également son conjoint. Cela nous permet par exemple d'aller chercher des informations dans les dossiers de pension éteinte. Vous avez une vue du formulaire, donc des différents champs qu'on va y trouver. Et pour ces formulaires, donc, c'est limité à 5 cheminots recherchés. Donc une fois les recherches effectuées, vous avez 2 possibilités. Dans l'idéal, vous pouvez venir consulter les documents directement à Béziers, en salle de lecture. C'est l'idéal, puisque vous pouvez faire vous-même la sélection dans les pièces qui vous intéressent. Vous pouvez prendre des notes, bien entendu, prendre des clichés. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, donc nous pouvons également vous envoyer les renseignements, les documents par courriel. On peut être amené à faire une sélection lorsqu'il y a de nombreux documents. Évidemment, s'il y a de trop nombreux documents, on peut vous demander de venir consulter sur place. Et il faut savoir que c'est un service qui est gratuit. Alors pour la suite, nous allons effectuer les recherches. Donc dans notre logiciel d'archives, nous allons entrer le nom et le prénom de l'agent. Si nous avons les renseignements comme les dates de naissance, dates de décès, nous pouvons aussi les rajouter. Donc là, il faut penser surtout, excusez-moi, lorsque nous avons des... non, on va y arriver. Voilà. Lorsque nous avons des noms-prénoms avec, par exemple, Simon Bernard, nous sommes obligés de faire une recherche détaillée et nous mettons le nom et le prénom dans les champs. Lorsque nous effectuons la recherche, comme là sur Prangère Émile, il en ressort 2 dossiers. Le premier est un dossier de carrière. Donc le numéro de dossier sera la cote du dossier. Nous voyons le service propriétaire d'RNPC dans Nord-Pas-de-Calais, donc c'est bien un dossier de carrière. Et dans la description, nous avons les éléments, donc la date de cessation. Si nous voulions avoir une date de naissance, nous sommes obligés de cliquer dans le numéro de dossier et là on aura le détail de ce qui a été saisi. Nous avons aussi un dossier de pension, donc avec le numéro de dossier étant la cote, toujours pareil, 1994/. Et là, c'est un dossier qui a été versé par la Caisse de prévoyance et de retraite. Dans la description, on peut voir aussi le numéro d'immatriculation de l'agent et la date d'extinction du dossier, 1994. Donc, ça peut être ou la date de décès de l'agent ou la date de décès de l'ayant droit, qui peut être l'épouse, un enfant handicapé, voilà, il y a plusieurs. Alors, par la suite, nous allons rechercher donc ces documents, ces dossiers. Donc, on fait des fantômes, on va rechercher les boîtes et les microfiches dans notre magasin.
À partir de là, nous avons toute une équipe qui va reproduire les documents avec donc un scanner qu'on voyait sur la photo, Agnès qui scanne un dossier. Donc c'est une microfiche. On peut avoir une microfiche en dossier de carrière comme un dossier de pension. Et on a toujours une traçabilité dans notre logiciel. Donc par exemple, dans la première ligne, même si nous n'avons pas de dossier à la recherche du nom et prénom, si nous n'avons pas de dossier agent, nous sommes quand même obligés d'avoir une traçabilité, prouver que oui, on a bien effectué une recherche. On n'a pas de dossier, mais on a créé, on l'enregistre sous BZ dossier pour demande publique dans le numéro de boîte. Et là, on va entrer dans les champs tous les renseignements de la personne que l'on recherche, malgré que ce soit négatif. Et après, bon, comme vous pouvez voir, les 2 dossiers qu'on avait vus précédemment seront enregistrés et nous aurons en première colonne un numéro de demande. Donc, ça sera notre logiciel qui nous donnera un numéro de traçabilité sur cette recherche. Alors, lorsqu'on répond au client, on lui transmet un tableau détaillé, donc avec les recherches que nous avons effectuées sur les personnes qu'il nous a demandées. Donc, bon, comme vous avez vu tout à l'heure, nous avons fait une BZ, donc le dossier est en négatif, mais nous avons aussi trouvé un dossier d'extinction, 1963. Alors celui-ci, pareil, on va le saisir dans le logiciel comme s'il était en BZ, mais on va le mettre positif avec les renseignements à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que nous avons des dossiers de pension microfilmés, mais qui ne sont pas saisis dans notre logiciel à ce jour, comme l'a expliqué tout à l'heure mes collègues. Donc voilà. Et après, dans Prangère et Émile, on mettra donc les cotes, le type de dossier, le support, papier, microfiche, et en observation, bon voilà. Le CP de l'agent, le dossier c'est l'extension, s'il a cessé ses fonctions, voilà. Après, on lui envoie les pièces, on va affiner dans les dossiers les pièces qu'on va communiquer par rapport à son questionnaire qu'il aura complété. Voilà. S'il veut que de l'état civil, s'il veut que de la carrière, on va affiner sur ce que la personne désire recevoir. Et en même temps, on va faire une petite explication sur les grades, genre EMP, employé, voilà, pour que les oui, principal. C'est important que les gens sachent exactement ce que les personnes ont fait, quoi. Et puis on s'aide surtout de notre petit dictionnaire de grades et on envoie dans les documents. Il y a aussi des documents où il y a une dérogation. Là, on va voir dans les vues suivantes la dérogation. Alors pour les chercheurs, par contre, comme on vous a expliqué tout à l'heure, pour les généalogistes, les études, etc., on va rester sur 5 recherches sur le formulaire, 5 agents à rechercher. Au-delà, on demande un tableau Excel. Si c'est possible, surtout pour les chercheurs, puisqu'ils ont une longue liste, avec nom, prénom, date de naissance, de décès, de l'agent, de l'ayant droit, du dernier bénéficiaire de la pension, les autres renseignements, l'emploi, la région, enfin tout ce qu'ils ont. C'est important de nous le faire connaître. Aussi, souvent les chercheurs font recours à des sources autres, comme M. Alverne qui est là, des données de recensement, des plaques commémoratives, voilà, différentes. En fait, le chercheur, quand il nous écrit, il a déjà fait un travail en amont, rechercher les agents pour sur la recherche qu'il veut faire. Voilà, au niveau des délais de communicabilité, comme nous avons vu tout à l'heure, pour les dossiers de carrière. Alors, c'est librement communicable 50 ans à compter de la date du document de la pièce la plus récente du dossier,
ou 25 ans à compter du décès, si la cessation est liée au décès. Donc là, quand on consulte le dossier, on le voit, ou sur le logiciel, c'est noté également les causes de la cessation. Après, pour les dossiers de pension éteinte, donc, il est librement communicable 25 ans compté du décès du dernier ayant droit. Eh bien, toutefois, les éléments liés à la carrière présents dans le dossier de pension peuvent être communiqués 50 ans à compter de la date du document. Voilà, c'est donc pareil, hein, lorsqu'on a un dossier qui est soumis à la dérogation, les gens doivent compléter un document des archives de France. Alors, voilà, ils doivent obtenir cette dérogation de communicabilité. Ils doivent aussi s'engager à respecter la vie d'autrui. Et lorsqu'ils ont complété ce document, ils nous le renvoient. Nous, on rajoute le feuillet intercalaire avec tout le renseignement sur la cote, la cessation, le nom, prénom, tous les éléments sur le dossier. Et nous envoyons tout ça avec un courrier aux Archives de France. Et les Archives de France nous envoient l'accord, dans un délai d'1 mois à peu près, aux clients et à nous. Sachant qu'il faut surtout bien noter les motivations. Voilà. C'est important. Il faut que ce soit bien explicite, ou sinon les Archives de France nous appellent et nous demandent justement de faire le formulaire. Donc là, c'est une personne qui recherche la carrière de son père, son parcours, pour transmettre à ses enfants, ses petits-enfants. Voilà, tout ce que... Enfin, ça reste dans le familial. Hein. Il y a beaucoup de... on va dire quand même le maximum de recherche, c'est vraiment... pour rester dans l'esprit de la famille, hein, ce qu'a fait le grand-père, ou les adresses. Voilà, c'est très, très intéressant. Voilà. Merci.